Bonjour tout le monde. Donc, nous allons entamer la première séance du cours de programmation 1. Ce n'est pas le cours d'Algo, mais le cours de programmation 1. Donc, l'objectif du cours de programmation 1, c'est juste de trouver un langage cible pour pouvoir appliquer les concepts que nous voyons en algorithme pour pouvoir les implémenter pour obtenir ce que l'on appelle des programmes. En l'occurrence, le langage d'apprentissage que l'on utilise, c'est le langage C. Bon, il y a d'autres langages, mais de manière générale, le langage C est le langage qui est utilisé pour apprendre à programmer. Bon, c'est un langage peut-être que l'on n'utilise pas dans les entreprises, ou bien peut-être à la limite dans ce que l'on appelle les systèmes embarqués, que vous peut-être vous verrez plus tard. Mais c'est l'un des meilleurs langages pour apprendre à programmer. En dehors du langage C, il y a le langage Pascal qui était utilisé à un moment donné. Moi-même, j'ai appris à programmer avec le langage Pascal. On va voir, le langage Pascal aussi est l'un des langages parents ou pères, qu'on l'appelle du langage C. Voilà. Mais le langage C, la particularité, c'est qu'une fois que vous savez programmer en langage C, vous allez pouvoir presque facilement aborder l'ensemble des autres langages. Parce que ce sont les mêmes termes qui vont revenir là-bas. Presque tous les langages modernes sont des langages qui proviennent de langages qui ont été créés ou inspirés à partir du langage C, etc. C'est le cas du PHP, du Java, du C++, bon, plein d'autres langages que vous verrez dans votre cycle, Inch'Allah. Donc, voilà, donc bon, c'est aussi quasiment le 4e chapitre du cours d'Algo, mais c'est le premier cours du cours, c'est la première séance du cours de programmation 1, je le rappelle. C'est deux cours différents. Maintenant, étant donné la nature des années, bon, on ne va pas faire le distinguo entre les deux cours, hein, algo et programmation. Mais il y aura un devoir en programmation, un devoir en algo, un examen en algo, un examen en programmation. Hein. C'est deux cours différents si vous regardez dans la maquette pédagogique. Donc, même si je vais parler de notion d'algorithme, c'est un cours de programmation. Voilà. Donc, il faut le retenir. Voilà. Donc, dans cette partie qui est assez longue, et peut-être que nous ferons cette semaine et l'autre semaine, donc il y a 4 parties que nous verrons. Donc, il y a une première partie qui va revenir sur les généralités du langage C, juste c'est quoi le langage C, l'histoire du langage C, comment parvenir à écrire et obtenir donc un programme en langage C. Ensuite, nous verrons comment installer et configurer l'environnement de développement. Bon, quand on programme, on est obligé, comme on l'a vu avec les algorithmes, d'écrire du texte. Maintenant, le texte est écrit en langage de haut niveau, en particulier ici le langage C. Mais le problème, quand on écrit des programmes en langage de haut niveau, vous avez des concepts qui sont proches du langage humain, qui sont surtout des mots en anglais, mais que l'ordinateur ne peut pas comprendre. Pour cela, naturellement, c'est comme si je voulais m'adresser à un Chinois. Bon, moi, je ne parle pas chinois. Il nous faut simplement passer par l'intermédiaire d'un traducteur. C'est le même concept. On a ce que l'on appelle les compilateurs ou bien les interpréteurs qui vont permettre, quand vous écrivez du texte, donc qui structure l'ensemble des instructions de votre programme, comme au niveau de l'algorithme, de pouvoir utiliser des commandes, ici CC ou GCC, pour traduire ce code que vous avez écrit en langage proche du langage humain en langage machine. Bon, naturellement, on peut le faire en utilisant peut-être Notepad++, bloc-notes, mais ce n'est pas pratique. Et en programmation, ce sont des outils du génie logiciel. On utilise ce que l'on appelle les éditeurs de développement intégré, ou bien les éditeurs de développement environnement. Il y en a beaucoup qui vont vous permettre d'écrire votre programme, voilà, de le compiler, c'est-à-dire de chercher s'il y a des erreurs, voilà, etc., de changer les fichiers externes, de faire l'édition de titres, et de produire le code en langage machine, et d'obtenir donc votre fichier .exe. Et quasiment à chaque fois que vous allez programmer, vous allez utiliser de manière générale des éditeurs de développement intégré. Et comme éditeur, il y a bloc, code bloc que nous allons utiliser cette année. Bon, l'année dernière, c'était DSC. Mais DSC c'est plus technique. À un moment donné, les logiciels sont pour eux. À un moment donné, bon, on les maintient, il y a plus de nouvelles versions, finalement.
Donc, il y a aussi d'autres éditeurs comme Visual Studio Code, comme Ancotar, Eclipse. Il y en a plein que vous verrez aussi dans votre cycle progressivement. Mais dans le cours cette année, nous allons utiliser CodeBlock. Bon, vous êtes libre d'utiliser d'autres éditeurs. Ensuite, nous passerons à un troisième chapitre où nous verrons la structure générale d'un programme en langage C. Bon, c'est juste plusieurs parties avec les directives au préprocesseur. Vous avez la déclaration des variables globales, bon, peut-être les fonctions que nous verrons, la fonction main et ensuite c'est fini. C'est ça la structure générale. Ensuite, nous parlerons des concepts de base en langage C, c'est-à-dire comment déclarer des variables, quels sont les types, quels sont les opérateurs, quelques particularités par rapport à l'algorithme que nous avons vu. Avant de voir donc enfin une quatrième partie sur des compléments et des exemples. Naturellement, des librairies qui ont été introduites par la norme C99, nous en reparlerons, comme par exemple le type complexe, le type boole pour les variables booliennes. Voilà. Donc, c'est essentiellement, nous allons brosser durant cette séance ou les deux séances à venir le langage C et ses concepts de base. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir, finalement, après avoir appris comment écrire des algorithmes ou bien des algorithmes de base, comment les transformer donc en programme que l'ordinateur pourra exécuter. Donc, il nous faut un langage informatique. Sinon, bon, les algorithmes, la machine ne peut pas les comprendre directement. Donc, un langage informatique, nous l'avons vu, c'est simplement un outil qui va permettre de donner des instructions à la machine. Donc, ce sont des ordres que la machine peut comprendre. Actuellement, quand vous écrivez afficher ou lire au niveau de l'ordinateur, quasiment, l'ordinateur ne fait rien. À moins que vous utilisez bon, des logiciels, comme bon, on en a déjà vu. Donc, à chaque instruction maintenant, dans un langage de programmation, correspond une action du processeur. C'est comme si quand je vous dis debout, vous allez vous mettre debout parce que là, le cerveau reçoit un ordre pour se mettre debout. C'est la même chose aussi dans les langages de programmation. Quand j'ai quelque part printf, scanf, int, voilà, etc. À chaque instruction, il y a une action du processeur. Donc, le processeur, nous en avons déjà parlé, c'est un peu le cerveau de l'ordinateur. C'est le processeur qui traite tout ce que vous avez en tant que fonctionnement de quasiment ou intelligence, bon, entre double cotes, ce n'est pas de l'intelligence, de l'ordinateur. Maintenant, bon, les langages informatiques vont vous permettre d'écrire des programmes. Donc, un programme, c'est simplement une suite consécutive d'instructions, donc d'actions que l'on donne, d'ordre. Voilà, afficher ceci, écrire ceci, déclarer telle variable, comme nous l'avons vu en algorithme. Mais cette fois-ci, la seule particularité, c'est que ces ordres-là, en utilisant un compilateur ou un interpréteur, vont pouvoir être compris par l'ordinateur et qui pourra les exécuter. Donc, les langages, nous en avons parlé, il y en a des milliers, etc. Et en fonction de ce que vous devez faire, il y a toujours un langage qui est donc le plus utilisé. Donc, une fois que vous avez l'algorithme que vous avez écrit, donc il faut le traiter et l'implémenter en utilisant un langage de programmation. Vous avez par exemple l'équivalent ici de l'algorithme qui affiche simplement la phrase bonjour les amis en langage C. Nous verrons la structure. Donc, un programme en langage C commence toujours par 15 minutes. Vous ne pouvez pas écrire un programme en langage C sans avoir cette librairie. C'est simplement une librairie, un fichier, vous voyez, avec l'extension PH qui contient la définition des fonctions que vous avez ici. Et qui explique, bon, qu'est-ce que cela signifie, par exemple, quand j'écris test, ou bien, etc. Bon, nous reviendrons tout à l'heure dans les détail. Maintenant, pour passer du concept que l'on a, parce qu'un algorithme ne naît pas du néant, on écrit un algorithme parce qu'il y a un problème qui se pose. Maintenant, on analyse le problème. Ensuite, ce besoin-là qui est exprimé dans le langage verbal, on essaie de le traduire en besoin informatique. Ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse et la spécification des besoins. Et à l'issue de laquelle, donc, vous allez obtenir ce qu'on appelle un algorithme. Donc, quelqu'un va venir dire, bon, je veux que vous m'écrivez un algorithme qui va me permettre, je ne sais pas comme l'autre l'avait mis dans son statut WhatsApp, de faire la somme des nombres qui composent un chiffre. Voilà, dans ce cas-là, donc, c'est un problème qui arrive. Bon, le problème là, moi, en tant que spécialiste ou quelqu'un qui connaît il faut que je sache le traduire en problème algorithmique. Là, je vais dire que bon, il y a donc une variable, il me faut
pouvoir recueillir le nombre. Donc, il y a des notions de saisie. Je dois déclarer des variables. Il va falloir que je puisse aussi voir quelles sont les étapes pour pouvoir récupérer les chiffres qui composent un nombre. Voilà. Donc, un exercice que nous allons voir à la fin. Voilà, etc. Et après ceci, quand vous avez l'algorithme et que vous avez écrit l'ensemble des étapes, il va falloir traduire cet algo-là en programme. Et ensuite, donc, vous obtenez un programme et tout le monde l'utilise. Donc, il y a un ensemble d'étapes dans la réalisation d'un programme. Un programme naît toujours d'un problème qui se pose. Donc, vous avez un problème qui est posé par une personne ou bien quelqu'un qui commande, qui veut un logiciel. Et après, lui, il n'est pas forcément spécialiste de l'informatique. Voilà. Maintenant, ce que l'on attend de vous en tant qu'informaticien, pas seulement en algorithme ou en programmation, c'est que vous sachiez traduire ces besoins-là qui sont exprimés dans le langage courant en besoins informatiques. Voilà, voici l'algorithme. Il me faut tel type de machine, il me faut tel type de réseau, j'ai besoin de tel type de calculateur, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'analyse et la spécification des besoins. Et en général, ce sont les analystes qui font ça. Il y a un métier, on les appelle des analystes. Eux, ils doivent être capables. Leur métier, c'est uniquement quand un client ou quelqu'un arrive pour commander un logiciel informatique, qu'il l'exprime en langage humain et qu'il puisse traduire ses besoins en langage informatique, simplement. Analyste. Et une fois l'analyste a fait son travail, bon, on obtient ce qu'on appelle un algorithme, particulièrement ici. Bon, de manière générale, on n'a pas que des algorithmes. On a des bases de données, l'analyste va permettre de fournir énormément de choses. On a l'architecture réseau, on a l'architecture du logiciel. Bon, énormément de choses que peut-être vous verrez dans différents cours. Maintenant, une fois que vous avez l'algorithme, bon, un algorithme seulement ne sert à rien parce que la finalité de l'algorithme, c'est de pouvoir obtenir un programme pour automatiser l'exécution d'une tâche. Maintenant, pour que l'algorithme puisse être exécuté de manière automatique, il va falloir le traduire en programme. Et c'est là où on passe à la phase de traduction en programme que vous avez ici. Et là, vous obtenez un programme source, par exemple, en langage C, particulièrement c'est notre cas. Finalement, bon, le langage C aussi, bon, c'est une étape qui est intermédiaire. La machine ne peut pas comprendre directement le langage C. Là, il faut utiliser ce que l'on appelle un compilateur. Donc, qui va passer par la phase de compilation, par la traduction du programme source écrit en langage C en programme exécutable. Et là, vous avez un programme en langage machine. Et le langage machine, l'ordinateur peut le comprendre. Et finalement, à chaque fois que l'on écrit un programme, on finit toujours par ce qu'on appelle la phase de test et de vérification des résultats. Donc, on avait une commande au départ, l'énoncé d'un problème. Ensuite, on l'a analysé pour créer un algorithme. On a obtenu ensuite un programme. Mais est-ce que l'algorithme ou le programme que vous avez écrit répond à la question pour laquelle il a été conçu au départ? Ça, c'est ce qu'on appelle les tests et les vérifications. Et que l'on effectue à l'issue de la conception de chaque logiciel. Est-ce que le logiciel répond au problème pour lequel il a été conçu? Est-ce que l'on a testé ou essayé de gérer un ensemble d'erreurs, voilà, qui sont censées se produire? C'est comme la plupart du temps, quand vous arrivez dans un logiciel, bon, quelque part, on peut vous demander, veuillez saisir votre prénom. Vous pouvez mettre votre âge là-bas, mais est-ce que cela ne va pas provoquer une erreur? Parce que même si les entrées ne sont pas bonnes, il faut que le logiciel puisse continuer à fonctionner, etc. Ça, c'est des problèmes de test et de vérification que vous verrez dans d'autres cours, donc d'ici, dans votre cycle, Inch'Allah. Donc, la réalisation de programmes passe par l'écriture d'un algorithme. C'est pourquoi nous avons commencé d'abord, depuis plusieurs semaines, par donc, le cours d'algorithme. Mais ce ne sont que des étapes. Concernant le langage C, c'est un langage qui commence à être très vieux maintenant et qui est le langage mère ou le langage père de presque tous les langages modernes que vous avez. Donc, il a été créé en 1972 par Denis Ritchie, qui est décédé il y a 3 ou 4 ans, bon, ou 2 ans, ça ne fait pas longtemps. Donc, c'est un langage de haut niveau, et quand on parle de langage de haut niveau, c'est un langage qui utilise des termes qui sont proches du langage humain, simplement. C'est pourquoi tout à l'heure, vous avez vu le mot main. Main, c'est de l'anglais, c'est principal. Vous avez
après le dièse include, c'est inclure. Donc ce sont des termes qui sont en anglais et qui sont proches du langage humain. Donc le langage C, bon, c'est le langage qui a été utilisé pour écrire Linux. Au départ aussi, ça a été créé pour écrire le système d'exploitation Unix que vous allez voir aussi, ou bien que vous avez déjà vu dans le cours de système d'exploitation. Donc la conception de ce langage a été régie par plusieurs prérequis comme la souplesse, la fiabilité, portabilité, bon, etc. Et les possibilités de l'assembleur, donc je ne vais pas détailler ici, mais que vous pouvez voir dans la littérature. Bon. Donc pour l'historique, donc il n'est pas né comme ça. Le langage C peut-être a été créé en 1972 par Denis Ritchie et Ken Thompson, mais avant il y a eu le langage C provient de ce que l'on appelle le langage B. Le langage B a été créé aussi donc pour assurer l'évolutivité donc du système d'exploitation Unix qui était auparavant écrit en assembleur. Bon, l'assembleur est l'un des plus vieux langages, bon, qui est toujours utilisé mais qui est extrêmement complexe. Rien que pour dire bonjour avec l'assembleur, il va falloir écrire des dizaines de lignes des fois. Donc, pour dire que c'est un langage qui est extrêmement complexe, mais qui est toujours utilisé quand même. Voilà, parce que c'est un langage qui est proche du langage machine. C'est la raison pour laquelle même l'assembleur est un peu complexe. Avant, bon, en 67, le langage B provient donc du BCPL qui a été créé aussi. Et avant, il y avait le langage Algol 60, donc qui est l'un des premiers langages qui date de 1960. Par exemple, le langage Pascal dont je vous parlais tout à l'heure provient de ce langage-là, Algol 60. Bon, comme son nom l'indique là-bas, vous avez Algo, langage 60. Donc, voici la structure générale d'un programme en langage C. Donc, il est très simple. Donc, le programme en langage C, le plus simple, qui ne fait rien, et qui est aussi le squelette par défaut d'un programme en langage C, a ce format-là. Vous avez toujours dans la première ligne dièse inclus studio.h. Pas studio, studio. C'est standard input-output.h. Toujours. Ensuite, vous pouvez avoir des choses entre les deux. Nous les verrons progressivement dans le cours de ce semestre et de l'autre semestre. Ce sont les variables globales, c'est d'autres librairies, ce sont les constantes, etc. Voilà. Ensuite, vous avez toujours int espace main. Et là, c'est le programme principal. Voilà. Donc, c'est toujours comme ça que ça s'écrit. Maintenant, à l'intérieur des crochets, là, vous pouvez avoir des arguments en ligne de commande. Pour le moment, on les ignore. On ne les utilise même pas. Voilà. On ignore cela. Donc, on écrit toujours int espace main, parenthèse ouvrante, accolade ouvrante. L'accolade ouvrante ici, c'est l'équivalent du début en algorithmique. En réalité, tout ce que nous avons écrit en algo se retrouve ici, entre début et fin. L'équivalent en langage c'est de début de l'algo qu'on a vu, c'est accolade ouvrante. Et fin, accolade fermante. Et à la fin de la fonction main, on a toujours un return 0. Le rôle du return 0, c'est juste de pouvoir signaler que le programme s'est bien passé, voilà, qu'on a bien l'exécuté. Vous allez voir, même après avoir exécuté le programme avec code bloc, il va vous écrire return code exit success, entre parenthèses le code de sortie. Donc voilà un programme basique en langage C, bon, que l'on peut nommer rien.c et qui ne fait rien. Donc, un programme exécutable en langage C contient toujours une fonction main. S'il n'y a pas de fonction main, le programme ne sera pas exécutable. Toujours la fonction main. Et là, bon, malheureusement, bon, heureusement, il va falloir peut-être l'apprendre beaucoup, bon, pas par cœur, mais bon, au fur et à mesure que vous allez l'utiliser, vous allez finir par les utiliser. Mais vous ne pouvez pas écrire un programme en langage C sans ces 2-4 lignes-là. C'est pas possible. À moins que cela ne soit un programme qui ne soit pas exécutable. Mais tous les programmes que nous allons écrire contiendront ces 4 lignes. Bon, c'est pas la peine de les parqueriser, mais vous allez finir par les retenir au fur et à mesure. Oui. On peut? Oui. Oui, vous pouvez venir après à la ligne. Bon, la position des accolades, bon, c'est pas. Vous pouvez soit écrire l'accolade ici ou après au niveau de la ligne suivante. C'est pas grave. Même le programme, on aurait pu écrire tout le programme sur une seule ligne. Mais c'est pour la lisibilité du programme.
bon, il y a des styles de programmation, mais l'accolade urbaine, vous pouvez mettre l'accolade ici, ou bien ici à la ligne suivante, et mettre le code dans votre ligne. Oui. Ou bien tout mettre sur une seule ligne. Mais dans ce cas, le programme ne serait pas lisible. Donc, un programme en langage C, de manière générale, se présente selon la structure suivante. Vous avez ce que l'on appelle les directives au préprocesseur. Donc, le préprocesseur, nous en reparlerons tout à l'heure dans la phase de compilation. Donc, les directives au préprocesseur, sont constituées par l'inclusion de librairies, comme par exemple studio.h. Les librairies, ce sont des sortes de bibliothèques. Par exemple, bon, peut-être vous n'avez pas encore écrit vos mémoires, mais quand on écrit souvent, on fait référence à des ouvrages externes, comme par exemple à la bibliothèque. C'est presque la même philosophie. En fait, j'ai dans mon programme printf, j'ai int-main, j'ai return, mais le compilateur n'est pas censé directement comprendre ce que c'est. En fait, je fais référence à des bibliothèques. Voilà. C'est comme quand je cite quelqu'un, je fais un discours et je dis, quand vous allez dans quel livre vous connaissez? Gorgias. Vous ne connaissez pas de livre. Voilà, comme par exemple, quand vous allez dans une si longue lettre, etc. Par exemple, dans une si longue lettre, Mariam Ba dit ceci ou cela. Ce sont ces références-là. En fait, quand le compilateur va rencontrer un terme ici, il va aller voir dans les fichiers qui sont écrits, est-ce qu'il y a le code qui correspond à cette fonction-là. Bon, peut-être cela peut être flou au départ, mais vous comprendrez progressivement quand nous allons implémenter des programmes. Et si vous ne mettez pas, si vous n'incluez pas les bonnes librairies, il ne pourra pas. Voilà, il va vous signaler qu'il y a tel terme, mais qu'il ne connaît pas. Donc, il y a aussi la déclaration des variables globales. Bon, nous y reviendrons aussi dans le cours, qui sont aussi déconseillées. Ensuite, des fonctions secondaires. Et enfin, vous voyez toujours une de mes et dedans, vous avez la déclaration de variables des instructions, return de 0 toujours, au niveau de l'avant-dernière ligne. Toujours. Ça ne change pas. Donc, c'est la structure générale d'un programme en langage C. Donc, pour l'entête de la fonction, int-main, qui est le programme principal. Donc, c'est un entête qui est standard et chaque programme possède une fonction main. Quand le programme est exécutable, bien sûr, pas de fonction main, pas de programme exécutable. Et à chaque fois, pour le moment, au premier semestre, quand nous allons écrire un programme, il y aura une fonction main, forcément. Et donc, lors du démarrage du programme, la première chose que le compilateur va rechercher dans le programme, c'est la fonction main. Et c'est la fonction main qui va permettre d'appeler éventuellement les autres fonctions. Bon, pour la notion de fonction, malheureusement, pour le moment, nous ne pouvons pas les détailler, mais dans le cours, il y a un chapitre qui concerne les fonctions, où nous allons étudier comment est-ce qu'on écrit des fonctions. Mais une fonction, c'est simplement un bloc de code qui porte un nom. Et quand j'ai besoin d'exécuter le code qui correspond au bloc, je l'appelle par son nom. C'est ce qu'on appelle une fonction. Donc, ce n'est pas différent des fonctions que vous connaissez, f de x égale quelque chose. Je l'écris là-bas, mais quand j'ai besoin d'utiliser la fonction f de x, je l'appelle quelque part avec f de 2. Et là, il va m'exécuter ce qui correspond à la fonction. C'est la même chose que l'on retrouve aussi. Donc, quand vous écrivez le programme en langage C, bon, la machine ne peut pas le comprendre directement. Voilà. Quand le programme est écrit en langage de haut niveau, il faut utiliser donc soit un interpréteur ou bien un compilateur. Donc, l'interpréteur ou le compilateur, donc ça dépend du langage. Donc, les deux ne sont pas les mêmes. Hein, parce que l'interpréteur et le compilateur ne travaillent pas de la même manière. Donc, ces deux outils-là, selon le langage que vous utilisez, vont vous permettre de traduire les séquences d'instructions en langage machine. Et donc, l'ensemble des instructions de haut niveau que le compilateur ou l'interpréteur est capable de traiter, c'est ce qu'on appelle aussi un langage de programmation. Donc, une autre définition de langage de programmation. Donc, le compilateur en informatique, c'est simplement un programme qui traduit le code source qui est compréhensible par nous les humains en code binaire qui est compréhensible par les machines. Vous avez commencé à voir le binaire. Ouais, vous avez vu par exemple le binaire.
Essayez d'imaginer si on devait écrire tous les programmes en binaire. Ce ne serait pas aussi simple que cela. Il est plus simple pour nous de dire print, scan, etc. for if que d'aller écrire des 0, 0, 1, 1, etc. C'est trop abstrait pour nous les êtres humains. Donc, le but est de générer un programme exécutable par l'ordinateur. Et de ce fait, après avoir écrit votre algorithme, vous avez votre programme à la glace. Par exemple, un programme avec bonjour et qui est stocké dans le fichier bonjour.c. Ensuite, vous avez un compilateur par lequel on passe. Bon, le compilateur propose simplement un ensemble de commandes. Par exemple, GCC, qui va permettre de compiler, il va d'abord donc passer par plusieurs phases d'édition de liens, de compilation, etc., que nous allons voir tout à l'heure, et qui va permettre d'obtenir un fichier qui se nomme bonjour.exe, et qui est le programme exécutable sur lequel, quand vous double-cliquez, vous avez donc un programme qui est exécuté. Donc, la compilation désigne le procédé qui va permettre de traduire donc, un programme qui est écrit en langage de haut niveau, donc en programme exécutable par la machine. Donc, c'est simplement ce qu'on appelle la compilation. Et là, cela passe par plusieurs étapes. Donc, il y a 4 phases dans la compilation. Donc, du passage au programme que vous avez écrit en texte, donc que vous comprenez au langage machine, il y a 4 étapes. Donc, il y a d'abord le traitement par le préprocesseur, qui va simplement voir les directives au préprocesseur que vous avez spécifiées dans les premières lignes. Donc, comment les utiliser donc, pour récupérer des fichiers sources. Donc, les fichiers sources vont être analysés que vous avez spécifiés là-bas, c'est les directives, pour les transformer donc, en format textuel. Donc, il y a un traitement des chaînes de caractères, l'inclusion d'autres fichiers sources, etc. Ensuite, la deuxième étape est la phase de compilation. Durant la phase de compilation, donc, le fichier qui a été généré par le préprocesseur va être traduit en assembleur, simplement. Donc, ensuite, on passe donc à la phase d'assemblage et dans ce cas, donc, on transforme le code assembleur en fichier binaire. Donc, et là, on obtient un fichier .o. Et enfin, on passe à la quatrième phase qui est l'édition de liens parce que vous pouvez avoir plusieurs fichiers. C'est-à-dire ensuite, donc, le programme, bon, quand vous avez plusieurs fichiers, il va donc, cette phase-là d'édition des liens ici, donc, voilà, va permettre d'utiliser donc des librairies pour, voilà, secondaires, etc. Bon, pour assembler le code. Bon, c'est juste pour votre culture générale, bon, que je vous détaille ces 4 étapes. Mais en réalité, vous n'allez pas vous-même faire ces 4 étapes-là. Il y a un compilateur qui est là, et le compilateur va utiliser des commandes. Soit vous allez en ligne de commande et vous tapez GCC, -O, etc. Vous compilez vous-même. Ou bien, quand vous utilisez un éditeur, dans ce cas, vous appuyez simplement sur un bouton, pardon, et il va vous exécuter ces 4 étapes-là. Donc, la commande GCC invoque tour à tour ces 4 étapes. Ne vous en faites pas. Et donc, nous, ce que nous allons faire, c'est simplement utiliser un éditeur de développement intégré. Voilà. Et en l'occurrence ici, CodeBlock. Donc, CodeBlock est un environnement de développement intégré, c'est-à-dire que ça va permettre d'écrire des programmes et ensuite de procéder à la compilation de ces programmes et d'obtenir donc des programmes exécutables, des fichiers exécutables simplement. Donc, CodeBlock est un environnement de développement intégré qui est libre et multiplateforme. Bon, c'est-à-dire que vous pouvez développer avec CodeBlock en utilisant plusieurs autres langages, pas seulement que le langage C. Donc, il va falloir l'installer. Donc, pour installer CodeBlock, vous allez sur ce site-là, www.codeblock.org. Quand vous allez là-bas, vous avez donc ici un lien download et il va falloir cliquer ici. Et à partir du moment où vous allez cliquer, donc, quand vous allez venir sur le site, regardez, la prochaine fois, il faut passer derrière. Vous regardez donc à gauche ici, au niveau de l'encadré rouge. Vous cliquez ici, download, pour télécharger le logiciel. Une fois ceci fait, dans la fenêtre, vous allez voir qui s'affiche. Donc, une première ligne ici, download the binary relays. Et vous cliquez là-bas. Donc là, je vous montre l'ensemble des étapes que vous pourrez faire peut-être avec les profs de TP ou vous-même. Ensuite, donc ici,
Vous regardez en fonction de votre système d'exploitation, bon, généralement, après vous n'utilisez que Windows. Vous cliquez sur Windows, Linux ou Mac, ça dépend du système d'exploitation qu'il y a sur votre machine. Par exemple, moi j'utilise Windows, je clique ici sur Windows XP, Vista, etc. Et là, en bas ici, vous allez voir, il va vous afficher ici plusieurs types. Là, il faut faire attention. Il vous propose plusieurs setups. Il faut prendre le setup qui contient dans son nom MINGW. MINGW. Setup. Si vous ne le faites pas, il va vous installer CodeBlock sans le compilateur. Vous ne pourrez pas compiler vos programmes. Donc attention à l'installer ici. Choisissez la ligne qui contient donc MINGW-setup.exe. Si vous prenez les autres là, vous allez installer après voir que vous ne pouvez pas compiler. Donc, CodeBlock est téléchargé avec le compilateur intégré MINGW. Ensuite, vous cliquez ici sur Post ou SourceForge. Ce sont des sites qui vont permettre de télécharger les sites. C'est deux types de sites. Bon, peu importe, vous cliquez sur FOSS-Up ou bien SourceForge. Donc, par exemple, moi, j'avais cliqué sur FOSS-Up. Et là, donc, vous voyez, il y a le fichier setup.exe qui est téléchargé et que je vais. Donc, j'ai dans ma machine. Ensuite, vous lancez le setup en double-cliquant. Une fois ceci fait, bon, comme d'habitude, vous cliquez sur Next, agree. Voilà, ensuite, vous arriverez dans cette fenêtre-là où il va vous montrer quel est le répertoire d'installation de CodeBlock qu'il vous propose. Par exemple, ici dans le programme Files, que vous pouvez conserver ou bien changer. Maintenant, ce chemin-là, il est assez important. Parce qu'après, il va falloir configurer le path. Vous en avez aussi parlé en système d'exploitation. Il y a dans le système d'exploitation quelque part où l'on spécifie les chemins pour l'ensemble des logiciels. Bon, pour vous l'expliquer de manière basique selon votre niveau. Bon, c'est beaucoup plus que cela. Et là, il va falloir aller là-bas et mettre le chemin afin que quand on va demander à exécuter un programme en langage C, etc., qu'il sache dans les différents logiciels là où il va falloir aller rechercher GCC. Donc, ensuite, après l'installation, il va vous demander est-ce que vous voulez lancer CodeBlock pour moi? Bon, il faut répondre non ici. Parce qu'il y a une configuration supplémentaire que vous n'avez pas encore effectuée. Ensuite, vous cliquez sur Finish. Donc, l'autre étape, c'est de configurer donc, le path, donc une variable d'environnement. Donc, dans ce cas, il faut aller dans le répertoire d'installation de CodeBlock et vous copier le chemin. Je l'ai mis aussi dans les slides. Ensuite, il faut aller dans les variables d'environnement. Pour cela, bon, il y a plusieurs chemins, mais le plus simple, c'est de rechercher ici dans la zone de recherche variable. Et là, vous cliquez sur modifier les variables d'environnement système. Une fois ceci fait, donc, il va vous afficher cette fenêtre-là et vous cliquez sur variable d'environnement. Et là, vous avez plusieurs chemins dans tous les logiciels là qui sont dans votre ordinateur. Et là, vous regardez dans la partie en bas, vous double-cliquez ici sur PATH, P-A-T-H. Ou bien vous le sélectionnez, vous cliquez sur modifier. Et là, on va ajouter le chemin qui mène au répertoire d'installation de MINGW, mais en rajoutant BIN. C'est là où il y a l'ensemble des exécutables. Et ensuite, donc, vous validez. Finalement, vous lancez CodeBlock. Et là, on va lui indiquer là où se trouve le compilateur. Donc, quand vous lancez CodeBlock, vous venez sur le Settings. Et ensuite, donc, vous cliquez sur Compiler. Et ensuite, vous cliquez ici sur le bouton. Vous venez sur l'onglet Location, comment ça s'appelle? Toolchain Executable. Et vous cliquez ici sur Auto-Detect. Et là, il va automatiquement utiliser le chemin qui a été spécifié dans les variables d'environnement pour détecter là où se trouve le compilateur. Et là, c'est bon. La configuration et l'installation se terminent ici. Et là, finalement, vous êtes prêt à utiliser CodeBlock pour faire de la programmation. Voilà. Donc, une des étapes qu'il faut faire, bon, et par lesquelles nous passons tous quand nous développons. Ensuite, pour commencer à écrire des programmes dans CodeBlock, à chaque fois que vous l'ouvrez et que vous avez un nouveau programme à écrire, en général, vous créez un nouveau projet d'abord. Et dans ce cas, vous cliquez ici sur ce bouton.
Create new project. Eh bien, vous venez sur file new project. Ensuite, il va vous afficher cette fenêtre avec plusieurs types de projets. Des projets de détail, X, DLL, Fortran, etc. Vous sélectionnez ici console application. Donc, ce sont des applications console avec la fenêtre noire que nous avons développée. Et ensuite, vous cliquez sur Go. Bon, vous pouvez aussi utiliser Dev C++. Bon, il contient des étapes moins peut-être compliquées. Voilà, ensuite, pour le projet, n'oubliez pas de sélectionner C au lieu de C++. Le langage C++ est un langage de programmation orientée objet qui est tiré du langage C, mais qui contient des instructions qui sont différentes du langage C. Certaines. Donc ensuite, on donne un nom au projet. Voilà, et finalement, donc, il vous génère le projet avec, par défaut, un fichier main.c. Donc, les fichiers qui contiennent des programmes C portent toujours l'extension .c. Et dedans, il vous a automatiquement mis l'ensemble de ces lignes. J'ai mis studio.h, j'ai inclus stereo.h, qui est une autre librairie que nous allons revoir. Ensuite, il met apparaît au vent, bon, comme je le disais tout à l'heure, voyez l'apparaît au vent ici de ce trouve à la ligne 4, mais 5. Ensuite, nous avons printf hello world, printf, nous allons le voir après, c'est l'équivalent donc de l'instruction affichée de l'algo. Ça permet simplement de donner l'instruction à l'ordinateur. Par exemple, dans ce cas ici, d'aller afficher sur l'écran hello world uniquement. Et là, donc, vous avez un premier programme qui est fonctionnel et qui va permettre d'afficher à l'écran hello world. Donc, vous pouvez aussi modifier. Bon, vous pouvez aussi mettre une autre phrase. Le /n est juste une instruction qui va lui demander, après avoir écrit hello world, d'aller à la ligne suivante. C'est simplement ce que ça signifie. /n. Voilà. Ce sont les caractères spéciaux que nous allons aussi revoir. Il y en a plusieurs, /n, /t, /r, etc. Donc ensuite, il faut compiler et exécuter le programme. Bon, soit vous le modifiez, vous rajoutez des variables, etc. Ce que nous n'avons pas encore vu. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas d'erreur, quand vous allez donc compiler le programme, je vais vous montrer tout à l'heure en cliquant sur ce bouton ici. C'est la roue là que vous avez là. Voilà. Ou bien vous pouvez compiler et exécuter en même temps, ou bien appuyer sur la touche F9. Donc vous pouvez compiler avec CTRL F9. Et dans la phase de compilation, CodeBlock va utiliser GCC ou bien DevC++ CC pour faire l'ensemble des 4 étapes de la compilation que vous avez vu tout à l'heure. Et à la fin, quand vous exécutez le programme, donc vous obtenez un programme, une fenêtre qui affiche ou qui exécute les instructions de votre programme. Voilà. Donc, petit exemple, juste pour vous montrer. Bon, je vais fermer ce... Voilà, donc quand vous arrivez, vous cliquez toujours ici sur Create New Project. Bon, après la configuration que je ne vais pas répéter ici. Ensuite, Console Application, et vous cliquez sur Go. Ensuite, vous cliquez sur Next. Bon, là, n'oubliez pas de sélectionner C au lieu de C++. Ensuite, il va vous demander, bon, quel est le titre de votre projet. Vous, par exemple, vous dites, exemple, LMI 1. LMI 1, par exemple, voilà. Bon, il vous propose aussi l'emploi, là où il va enregistrer le projet, bon, là, directement sur le bureau. Vous pouvez aussi le changer en cliquant ici sur les 3 points et vous spécifiez un autre répertoire. Voilà. Ensuite, donc, il vous propose aussi le nom du projet que vous pouvez aussi changer. Donc, ensuite, vous cliquez sur Next. Bon, le compilateur, il le détecte automatiquement. Bon, c'est GNU CCC qui est installé. On ne le change pas. Passez par derrière, là-bas. Ensuite, donc, sur cette fenêtre, vous ne faites aucun changement. Et vous cliquez enfin sur Finish. Après, vous regardez ici sur Source, il faut dérouler. Et vous avez donc votre fichier main. Bon, sur CodeBlock, vous pouvez agrandir la taille des caractères en appuyant sur CTRL et la touche plus. Regardez, quand je fais CTRL, j'appuie sur CTRL plus. Voilà. Quand vous faites CTRL moins, là, la taille des caractères se diminue.
Bon, sur DFC++, il faut aller dans les paramètres. Il y a quelque part où vous agrandissez la taille des caractères. Donc, vous voyez, là, j'obtiens le programme de base qu'on avait tout à l'heure. Voilà. Mais ce texte-là, l'ordinateur ne le comprend pas. Et là, il faut regarder dans mon bureau. Donc, je vais afficher le bureau. Pour le moment, donc je vais aller ici. Donc, le programme se nomme comment? Exemple LMI. Donc, il y a un dossier, exemple LMI 1, qui a été créé là-bas et qui contient que deux fichiers. Vous avez le projet, exemple LMI.cbp et main.c, le fichier main que vous avez là-bas. Donc, si vous l'affichez aussi avec un autre éditeur, vous allez voir, c'est le même texte. Hein? Voilà. C'est ce qu'il y a là-bas, donc qui est simplement affiché. Maintenant, pour compiler le programme, donc la phase de compilation, comme nous l'avons vu, va passer par l'ensemble des 4 étapes. Vous pouvez cliquer ici. Regardez, il y a une roue sur la deuxième ligne au niveau des menus. Là, vous cliquez ici. Et là, il va compiler le programme. Et là, il va vous compiler le programme en regardant est-ce qu'il y a des erreurs éventuelles, est-ce que vous avez mis l'ensemble des directives nécessaires au processeur, etc. Si c'est bon, vous allez voir en bas ici où il va vous écrire process terminate with status 0. Donc, 0 erreur, 0 warning, etc. Et là, c'est bon. Mais s'il y a une erreur, vous allez voir, il va vous signaler, vous ne pourrez pas continuer. Bon, je vais peut-être afficher la loupe, une U, pour agrandir. Voilà. Donc, regardez en bas, à chaque fois que vous compilez, si c'est bon, vous avez 0 erreur, 0 warning, etc. Et là, c'est bon, vous pouvez continuer, exécuter. Maintenant, voyons voir si jamais j'introduis, par exemple, une erreur. Parce que, par exemple, tous les programmes en langage, dans les programmes en langage C, toutes les instructions se terminent par point virgule. Supposons que j'enlève le point virgule. Regardez là-bas. Il y avait un point virgule pour indiquer la fin de l'instruction. Je l'enlève. Normalement, il y a une erreur. Supposons maintenant que je lui demande de compiler. Regardez, immédiatement, il y a une ligne rouge. Les lignes rouges vous signalent des erreurs. Regardez, qu'est-ce qu'il vous dit? Il va toujours vous signaler la nature de l'erreur. Et là, il vous dit, if function main, donc dans la fonction main, c'est clair. Ligne 6, line, number 6, error, expect point virgule before return. Donc avant le return, vous avez oublié un point virgule. Et là, il ne vous laissera pas continuer tant que vous ne le corrigez pas. Donc, je regarde à la ligne 6, c'est cette ligne-là, qu'il a déjà souligné en rouge. Avant le return, donc c'est ici. Il y a un point virgule qui manque. Et là, il va falloir le mettre. Si vous ne le mettez pas, vous ne pourrez jamais exécuter votre programme. Donc, je le mets. Et là, il continue, il est compte. C'est bon. Et là, si je compile à nouveau, je compile. Voilà, maintenant, 0 erreur, 0 warning. Donc, il va falloir apprendre à lire les erreurs. Les erreurs sont toujours en anglais. Et quand vous les lisez bien, vous pourrez toujours corriger votre programme. Par exemple, supposons que j'enlève cette accolade ouvrante qui marque le bloc. Là, il y a une erreur. Je vais compiler. Regardez, qu'est-ce qu'il me dit ici? Expect declaration specifier before printf. Bon, des fois, il va falloir rechercher. Donc, dans les erreurs, parce que bon, des fois aussi, il y a d'autres erreurs qui sont le résultat de d'autres erreurs précédemment. Donc, ici, peut-être, l'erreur, là où il vous signale réellement l'erreur, c'est peut-être là où il vous dit expect accolade ouvrante at end of input. Bon, mais c'est juste pour vous signaler qu'il manque voilà, une accolade ouvrante. Bon, là, ce sont les genres d'erreurs que vous allez faire en général au début. C'est normal au départ. Bon, si vous demandez aux étudiants de deuxième année maintenant, peut-être, ils écrivent des programmes sans erreur. Mais au début, c'est normal, les premières fois, quand vous écrivez des programmes, de compiler et de vous retrouver avec des erreurs. Mais ce n'est pas grave. Il faut faire des erreurs pour pouvoir apprendre et finalement ne plus faire d'erreurs. Donc, c'est normal dans le processus d'apprentissage. Voilà. Maintenant, bon, donc, juste pour vous dire qu'il va savoir lire les erreurs. Bon, de toute façon, c'est le rôle
C'est un peu l'objectif des TP et autres que vous allez faire après. Vous allez voir quand vous avez des erreurs avec les profs de TD et de TP, comment les corriger. Et finalement, il y a aussi l'autre option qui peut, pour exécuter le programme, vous cliquez sur le bouton en vert ici, dans le menu. C'est ce bouton-là qui permet d'exécuter. Voilà. Et quand vous cliquerez là-bas, vous voyez, il exécute le programme. Et quelle est la seule instruction qu'on avait là-bas? C'est une instruction qui lui demandait d'afficher Hello World. Et là, il affiche Hello World. Voilà, qui est donc le programme basique. Donc, que vous pouvez aussi changer en mettant autre chose. Par exemple, je vais écrire bonjour la LMI. Et là, maintenant, à chaque fois, regardez le problème aussi. Si j'exécute directement, il n'a pas encore changé l'exécutable, il affiche toujours Hello World. À chaque fois que vous modifiez le contenu d'un programme, il faut refaire la compilation pour obtenir un nouveau fichier .exe. Sinon, il n'applique pas les modifications. Donc, n'oubliez pas aussi de toujours fermer la fenêtre noire là, sinon vous ne pourrez pas réexécuter. Là, je vais recompiler. Voilà, et là, 0 erreur, 0 warning. Comme ça, il a régénéré à nouveau le fichier .exe. Si vous regardez dans le répertoire maintenant ici, vous voyez, on avait que ces deux fichiers. Maintenant, la phase de compilation ou d'édition des liens, la phase de pré-processing a permis, ou la phase de compilation a permis de générer le répertoire OBJ que vous avez ici et qui contient donc, voilà, le fichier main.o. Donc, si vous regardez dans les différentes phases. Et ensuite, vous avez un dossier .bin qui contient le fichier exécutable de mon programme. Et que je peux, bon, un peu genre d'exécutable ou de setup que l'on vous donne, que vous avez dans vos ordinateurs .exe. Et là, vous regardez, quand je double-clique, normalement, bon, si l'antivirus ne le bloque pas, bon, ça dépend. Bon, des fois, votre antivirus peut le bloquer. Vous devrez normalement, bon, je l'exécute en tant qu'administrateur. Bon, c'est mon antivirus qui le bloque, mais il doit vous lancer la fenêtre noire, parce que c'est l'exécutable. Maintenant, je vais compiler et exécuter. Vous pouvez aussi à la fois compiler et exécuter en une seule fois. Bon, pour ne pas faire les deux heures. Dans ce cas, vous cliquez sur ce bouton-là. C'est la roue avec, voilà, la pointe de la flèche. C'est simplement pour indiquer que cela permet de compiler aussi bien la compilation que l'exécution. Et finalement, donc, vous voyez, j'ai bonjour la élite. Donc, c'est aussi simple que cela. Donc, soit on utilise printf, vous avez aussi une autre fonction qui est la fonction puts. Donc, que nous verrons aussi, qui est une fonction qui permet de donner une instruction, donc dans le programme, une instruction pour afficher une chaîne de caractères sur l'écran. Là, par exemple, quand j'exécute, vous voyez, j'ai toujours bonjour la élite. Et vous pouvez mettre autre chose. Voilà. Donc, pour code bloc, donc compiler, pour la compilation, n'oubliez pas. Vous pouvez aussi compiler, exécuter en appuyant directement sur la touche F9. La touche F9 de votre clavier. Bon, pour les raccourcis, vous pouvez les voir en venant ici sur Build. Vous voyez, pour compiler ici, CTRL F9. Pour compiler le fichier courant, CTRL Shift F9. Pour exécuter, CTRL F10. Pour compiler et exécuter, F9. Pour recompiler, CTRL F11. Bon, pour nettoyer, enlever les résultats, tout ce qui a été généré par la phase de compilation, print, etc. Voilà. Donc, pour code bloc, vous pouvez aussi utiliser DFC++. Bon.